Rainer Maria Rilke. Lettre à un jeune poète. Rome, le 14 mai 1904. Mon cher monsieur Capus, bien du temps a passé depuis que j'ai reçu votre dernière lettre. Ne m'en tenez pas rigueur. Du travail d'abord, puis des ennuis, et pour finir, un état maladif. Voilà ce qui a sans cesse retardé ma réponse, et je tenais à ce qu'elle vous parvînt de jours calmes et bons. Aujourd'hui, je me sens un peu mieux. Ici aussi, ce début de printemps, avec ses méchantes sautes d'humeur, a été fort éprouvant. Et je viens vous saluer enfin, cher monsieur Capus, et du mieux que je le pourrai, vous parler un peu, je le fais avec grand plaisir, de votre lettre. Vous voyez, j'ai recopié votre sonnet, parce que je l'ai trouvé simple et beau, et né dans une forme qui lui assure ce déroulement si calme et si mesuré. De tous les vers de vous que j'ai pu lire, ce sont là les meilleurs. Et maintenant je vous en donne cette copie, car je sais qu'il y a grand profit, en effet, à relire son propre travail dans une écriture étrangère. On en tire bien des aperçus nouveaux. Lisez ces vers comme s'ils étaient d'un inconnu. Vous sentirez au plus profond de vous-même à quel point ils sont vôtres. J'ai pris plaisir à lire souvent ce sonnet et votre lettre. Pour l'un comme pour l'autre, je vous dis merci. Et ne vous laissez pas troubler dans votre solitude, parce qu'il y a quelque chose en vous qui désire en sortir. C'est ce désir précisément qui vous aidera, pour peu que vous en tiriez parti posément, judicieusement, comme d'un outil, à étendre au loin le champ de votre solitude. Les gens, avec l'aide des conventions, ont résolu tous les problèmes dans le sens de la facilité et de ce qu'il y a de plus facile en elle. Mais pour nous, il est clair que nous devons nous attacher à ce qui est difficile. Tout le vivant s'y tient lié. Dans la nature, chaque être croît et se défend selon le propre de son espèce. Il se réalise de par lui-même en une créature distincte qu'il tente de demeurer contre toute résistance à tout prix. Nous savons peu de choses, mais il y a une certitude qui ne nous abandonnera pas. Nous devons nous attacher à ce qui est difficile. Il est bon d'être seul, car la solitude est difficile. Qu'une chose le soit, ça nous doit être une raison de plus pour l'accomplir. Aimer ces choses bonnes aussi, car l'amour est difficile. L'amour qui lie un être humain à un autre, c'est là peut-être ce qui nous fut imposé de plus difficile, la tâche suprême, l'épreuve finale, le travail dont tout autre travail n'est qu'une préparation. C'est pourquoi les jeunes gens ne peuvent aimer, eux, les débutants en toute chose. Ils doivent l'apprendre. De tout leur être, de toute leur force, rassemblés autour de leur cœur solitaire, angoissé, et qui bat d'une haute attente, ils doivent apprendre à aimer. Mais un apprentissage est toujours une longue période close. Ainsi l'amour, pour celui qui aime, demeure longtemps et jusque bien avant dans la vie une solitude, un essolement plus intense et plus profond. Aimer, ce n'est rien tout d'abord de ce qui s'appelle s'épanouir, s'abandonner et s'unir à un autre être. Que serait donc une union du confus et de l'inachevé, et dépendant encore? C'est pour l'individu une noble invite à mûrir, à devenir quelque chose en soi, à devenir un monde, à devenir soi-même un monde pour l'amour et le profit d'un autre. C'est une haute exigence impérieuse, quelque chose qui en fait un élu et l'appelle à de vastes desseins, un devoir. Travailler à soi-même, prêter l'oreille et brandir le marteau jour et nuit, voilà l'unique sens que devrait revêtir aux yeux des jeunes gens l'amour qui leur est donné. La confidence, ni l'abandon, ni aucune des formes du commerce amoureux ne sont pour eux, qui en ont pour longtemps encore à épargner, à rassembler.
elles sont l'étape finale. Elles sont cela peut-être à quoi les vies humaines, aujourd'hui encore, peuvent à peine parvenir. Mais c'est en quoi les jeunes gens se trompent si souvent et si lourdement. Eux, à qui la patience fait naturellement défaut, ils se précipitent, à peine l'amour les a-t-il touchés, dans de confuses étreintes. Ils se répandent tels qu'ils sont, dans leur désordre et leur trouble intérieur. Mais qu'advient-il alors? Qu'est-ce que la vie peut bien tirer de ce ramas de choses abîmées qu'ils nomment leur union, et qu'ils voudraient bien appeler leur bonheur, si c'était possible, et leur avenir? Chacun se perd alors pour l'amour de l'autre, et le perd à son tour. Et beaucoup d'autres encore qui désiraient venir. Et il perd les vastes perspectives, les possibilités. Il échange l'approche et le retrait de choses délicates et mystérieuses contre un stérile désarroi d'où rien ne saurait plus sortir. Rien que dégoût, déception, pauvreté. Et le refuge trouvé dans l'une de ces nombreuses conventions qu'on a mises au long de ce chemin si dangereux comme des abris publics. Nulle autre région de l'existence humaine n'est si richement pourvue de conventions. Ceintures de sauvetage en tout genre, bouées et canaux, tout y figure. La société a su lui aménager des refuges de toute espèce, car sa conception de l'amour l'incite à le considérer comme un divertissement. Il lui fallait donc en faire aussi quelque chose de facile, peu coûteux, sûr et sans danger, comme les divertissements publics. À vrai dire, beaucoup de gens dont l'amour est faux, c'est-à-dire simple abandon et solitude renoncée, et c'est à quoi, sans nul doute, la moyenne s'en tiendra toujours, éprouvent le pénible sentiment d'un manque, et en même temps le désir de rendre l'état où ils sont tombés vivants et féconds par leurs propres moyens. En effet, leur nature le leur dit. Les questions qui se posent en amour, moins encore que toute autre question importante, ne peuvent être résolues publiquement et d'après telle ou telle convention, car ce sont des questions, de pressantes questions d'être à être, qui nécessitent dans chaque cas une réponse nouvelle, particulière, exclusivement personnelle. Mais comment pourrait-il, ceux qui, pour s'être confondus, ne se définissent plus, ne se distinguent plus les uns des autres, ayant ainsi perdu tout caractère propre, comment pourraient-ils trouver une issue hors d'eux-mêmes, hors des profondeurs où gît déjà leur solitude engloutie? Leur commune détresse les pousse à agir. Mais si, du meilleur vouloir, ils tentent alors de se dérober à la convention qui les accable, le mariage par exemple, c'est pour tomber dans les lacs d'une solution moins radicale, mais tout aussi mortellement conventionnelle. Car il n'y a autour d'eux, loin à la ronde, que convention. Là où une union hâtive et trouble dicte les gestes, tout comportement est conventionnel. Toutes les formes de liaison auxquelles mène une confusion de ce genre renferment leur propre convention si inusitée, c'est-à-dire au sens courant, immorale fût-elle. Oui, une séparation même serait ici une démarche de convention, une décision impersonnelle, prise au hasard, sans portée et sans profit. Qui sonde avec sérieux ces choses découvre que, non plus que pour la mort, qui est difficile, on a trouvé pour le difficile amour nulle élucidation, nulle solution, nulle voie sûre, nul signal sauveur. Et pour ces deux devoirs que nous portons clos et cachés en nous-mêmes et que nous transmettons sans les pénétrer, nulle règle commune fondée sur quelque accord ne se laissera découvrir. Mais dans la mesure même où nous tenterons de vivre seuls, nous, les solitaires, les séparés, nous allons nous sentir plus proches de ces deux grandes choses. Les exigences qu'impose à notre développement le difficile tâche de l'amour sont surhumaines.
et nous ne sommes pas, à nos débuts, de taille à les remplir. Mais si nous persévérons, si voyons en cet amour un apprentissage, nous nous chargeons de son fait, au lieu de nous perdre à jouer le jeu frivole et léger grâce auquel les hommes se dérobent à ce qu'il y a de plus grave. Dans le grave de leur existence, alors peut-être un faible progrès, un allègement se feront-ils sentir à nos lointains descendants. Ce serait beaucoup. Oui. Pour l'instant, nous sommes tout juste parvenus à considérer sans préjugés, objectivement, les relations entre deux êtres, considérer chacun dans son individualité humaine, et nos tentatives de vivre de telles relations n'ont aucun précédent dont s'inspirer, aucun modèle. Et néanmoins, il y a déjà dans le cours des temps maintes conjonctures susceptibles d'encourager nos timides efforts. Dans cette phase nouvelle de leur propre épanouissement, la jeune fille et la femme ne seront que passagères, imitatrices des manières masculines, bonnes et mauvaises, et ne doubleront les professions d'hommes que pour un temps. Alors les flottements de cette période de transition, on s'apercevra que si les femmes ont consenti à cette multitude de travestissements divers, souvent ridicules, ce n'était que pour dégager leur nature profonde des influences déformantes de l'autre sexe. Oui, dans le fond, les femmes en qui réside une vie plus immédiate, plus féconde, plus confiante, n'ont pu ne pas devenir des êtres plus mûris, plus riches d'humanité que l'homme léger, que le poids de nuls fruits de chair n'entraîne sous la surface de la vie, et qui, dans son impatience et sa présomption, n'estime pas à sa vraie valeur ce qu'il croit aimer. Cette humanité de la femme, qui a passé par la longue épreuve de la souffrance et de l'humiliation, éclatera en pleine lumière lorsqu'elle aura dépouillé, grâce au changement de sa condition extérieure, tout le conventionnel d'une exclusive féminité. Et les hommes, eux qui aujourd'hui encore n'en pressentent point la venue, en seront surpris et frappés. Un jour, dont maintenant déjà, surtout dans les pays du Nord, brillent les signes annonciateurs indubitables, la jeune fille et la femme auront paru, dont le nom ne sera plus seulement le contraire de virilité, mais quelque chose en soi, quelque chose qui n'évoquera pas l'idée d'un complément, d'une limitation, mais celle de la vie, de l'existence uniquement. La femme, être humain. Ce progrès transformera la vie amoureuse de nos jours si chargée d'erreurs. Cela tout d'abord, malgré les hommes qui se sentiront dépassés. Il la changera radicalement, l'amenant à être conçue comme une relation entre deux êtres humains et non plus entre l'homme et la femme. Et cet amour d'essence plus humaine, qui s'accomplira avec une délicatesse, des égards infinis, liant et déliant sans équivoque et sans dureté, ne laissera pas de ressembler à cet autre amour que nos efforts préparent et qui est ceci. Deux solitudes qui mutuellement se protègent, s'entrelimitent et se saluent. Ceci encore. Ne croyez pas que ce grand amour dont votre adolescence a dû jadis porter le fait ait été perdu. Pouvez-vous dire si de bons, de nobles désirs n'ont pas mûri en vous et des projets dont vous vivez aujourd'hui encore? Je crois que si cet amour est demeuré si fort et si puissant dans votre souvenir, c'est qu'il fut votre premier temps de solitude profonde et le premier travail intérieur que vous avez accompli sur votre vie. Tous mes meilleurs vœux, mon cher monsieur Capus. Votre Rainer Maria Rilke.